Ma petite mamie, déjà c'est un énorme cadeau que tu me fais, je pense que c'est le plus gros cadeau que tu puisses me faire de participer à mon émission. Tu as 92 ans, on dirait que tu en as au moins 20 ans de moins. Bah, t'es gentille, hein, merci du compliment. Mais... Quel genre de petite fille était Madeleine Tuffery? Je me vois plutôt timide. Je vois, tu vois aussi dans mes souvenirs, la naissance de ma sœur. Je revois vraiment la scène. C'est curieux parce que maman, à l'époque, ils accouchaient à la maison. Et je revois quand la dame m'a emmenée voir ma sœur, qui était à côté de maman. Et il y avait 2 sucres d'orge sur la table de nuit. Ah bon? Tu vois. Et t'avais quel âge? 4 ans. Et c'est un de tes premiers souvenirs, ça? Ah oui, je vois ce souvenir-là quand Simone est née, et puis ces 2 sucres d'orge, un orange et un jaune. Mais c'est vraiment gravé en moi. Et à l'école, t'étais plutôt bonne élève? À l'école, oui, ça s'est toujours bien passé. J'avais une maîtresse très très gentille et tout. C'était quoi ta matière préférée, par exemple? Ben, j'aimais bien justement les maths, tu vois. Ah bon? Oui, le calcul a toujours été. Et puis je pense que... Ça, tu l'as donné à papa. Ben, je pense que c'était une des premières matières qui m'attirait. En arrivant, il fallait montrer nos mains s'ils étaient propres. Ah bon? Oui, on était en rang. Alors après, on avait leçon de morale qui pouvait s'étendre dans... C'est quoi une leçon de morale? Eh bien, envers la politesse envers les gens. Tu es l'aînée de 7 enfants. Oui. Mémé Guette t'a eu lorsqu'elle avait 17 ans. Voilà. Je voudrais savoir le rôle que tu avais, la responsabilité à endosser, ta jeunesse par rapport au fait d'éduquer un petit peu tes frères et sœurs. Alors, déjà, je vais te dire une chose, que entre moi et ma dernière sœur, ça fait 17 ans. Quand même un décalage qui s'est fait et des événements énormes qui ont passé. Disons que je me revois avec mes sœurs, d'accord, mais maman assumait beaucoup, quoi. Je me suis senti le rôle d'appui, d'aider maman, surtout quand, en 42, quand mon frère Jeannot est né. Ah d'accord. Voilà. Mon frère Maurice est né en 38. Donc 42, tu avais 11 ans. Voilà. Et là, c'était sur les épaules. Et là, tu as vraiment été... C'est jeune quand même, 11 ans pour... oui, mais c'était... Et là, nous étions quand même 5. Ah oui, ça fait beaucoup d'enfants. Voilà. Alors, d'accord. Et il fallait quand même aussi, tu vois, faire réciter les leçons. À des petits, oui, bien sûr. Petits, aider dans les verbes qu'ils ne connaissaient pas à l'époque. Il y avait ces conjugaisons que c'était difficile à apprendre. Oui, parce que c'était pas ta matière préférée. Voilà, très difficile à apprendre. Quand la guerre a éclaté, tu avais 8 ans, c'est ça? C'est-à-dire que je suis de janvier 31, alors tu vois, je me rappelle qu'il y a eu du bruit avec les cloches, enfin tout ça. Ah, c'est comme ça qu'ils ont annoncé la guerre? Oui, quand ils ont annoncé. Et puis qu'il y avait les affiches au village, comme quoi que les papas, fallait qu'ils s'en aillent. Donc ton père est parti? Papa a été réquisitionné parce qu'il travaillait à l'usine Polier-Chausson pour le ciment. Il y avait des matières... Donc il n'était pas sur le front, ton père? Non, il n'est pas parti. Il a été se présenter avec... mais comme il était père de famille et qu'il travaillait à Polier-Chausson... Ah bon, c'est déjà ça, il est resté... D'accord. Là, chez nous. Ouais. Et c'était quoi le climat? Est-ce que tu avais peur? La peur, on l'a eu après, parce que quand on voyait les familles pleurer parce que leur mari partait et tout ça. Il y avait la voisine à côté de chez maman, son mari est parti et ça faisait pas très longtemps qu'ils étaient mariés et tout ça. Bon, ben, fallait qu'ils partent. Et au niveau de l'alimentation, tu sais que la dernière fois, on a retrouvé des cartes de rationnement. Oui. Alors ça, c'est complètement fou pour moi. Explique-moi comment ça se passait, l'alimentation durant la guerre. C'était très dur. La première année où il y a eu la déclaration de la guerre, j'ai toujours entendu mes parents dire qu'ils n'ont pas souffert parce qu'il y avait encore des provisions qui étaient présentes et tout, qui trouvaient encore des provisions. Papa, lui, il a toujours fait son potager. Donc,
on n'a jamais manqué de rien en Donc, tu légumes. étais en autosuffisance alimentaire. Voilà, Toi, t'avais tes on n'a poules. pas manqué en légumes, mais il y avait des pauvres gens qui n'avaient pas de jardin, qui n'avaient pas... Eux, ils ont souffert de ça. Mais là, est-ce qu'il y avait une solidarité dans le il y village? avait le partage, Ah oui? partage. Mais moi, c'était un village. Il fallait qu'on porte le panier de légumes à telle et telle personne, tu vois. Donc vous vous aidiez quand même les uns Moi, les autres. on n'a pas trop souffert de ça. Et ce que maman a pu souffrir, c'était après, avec la matière grasse qu'il n'y avait pas. Voilà, de l'huile, des trucs comme ça. Mais raconte les cartes de rationnement. Comment c'était? Alors, c'était des timbres. Alors, on avait, pour aller chercher du pain, parce que le rationnement était le pain. C'était terrible de ne pas avoir de pain. Ah bon? Ah ben oui. Alors c'était là, la base de l'alimentation? Eh ben oui, et tu avais droit qu'à temps par personne. Il fallait donner des tickets. Je te dis, c'était comme des timbres. Il y avait des 50 grammes, 100 grammes, voilà. Tu donnais ta ration. Que ce soit le pain, le sucre, tout était par des timbres. On avait des cartes que c'était plus précieux que la carte d'identité. Hein. Parce que fallait pas ou te faire voler tes timbres. Dans le village, la boulangerie, elle était à 2 km. Hein. Il arrivait que c'était fermé, qu'on attendait du dehors. Parce que si le boulanger n'avait pas été livré en farine, c'est ça. Eh ben, il ne pouvait pas faire son pain. Et quand tu arrivais à la fin de la queue, parce que c'était chez le boucher pareil, ah ben et qu'il n'y en avait plus, comment tu faisais? On te disait, ben mon petit, parce que comme c'était moi qui étais désignée pour aller faire la queue, pour avoir un petit morceau de lard, tu prenais ce que le boucher te donnait. Et s'il n'avait plus rien, t'arrivais au bout de la queue? On arrivait, disait, ben, ma pauvre enfant, tu reviendras tel jour. Mes parents ont été très courageux. Papa faisait sa journée au travail et son potager. Donc, quand tu as des légumes et une maman très courageuse qui sait te faire du potage... Comme il terminait sa journée de travail à l'usine et ensuite il allait travailler au potager. Il faisait son jardin. Deuxième journée de travail au jardin. On avait aussi bien pommes de terre, carottes. On n'a pas manqué de ça, tu vois. Et maman savait nous faire, avec pas un œuf, voilà... Elle nous faisait des crêpes très épaisses, des gâteaux à la cocotte, c'était de la farine avec un œuf mélangé. Moi, j'ai pas eu faim, à côté des copines qui avaient faim. Alors là, d'autres personnes ont eu moins de chance parce qu'ils n'avaient pas le potager, etc. Une copine, Marie-France, son père travaillait dans une usine et puis il n'y avait pas de potager. Elle était contente de partager notre repas. Ah oui, c'était quelque chose d'épouvantable. Mais c'était eux, ils étaient malheureux parce qu'ils n'avaient pas à manger. À quel âge as-tu commencé à travailler et pourquoi es-tu devenue couturière alors que tu rêvais d'être coiffeuse? Est-ce que ça a un rapport avec la guerre? Je vais te dire que c'est le hasard qui a voulu parce que c'est la dame chez qui j'ai appris à coudre. Malheureusement, son mari a été tué tout de suite dans les premières années de la guerre. Et elle, qui travaillait à Paris dans la couture, elle est revenue chez ses parents en campagne avec sa fille parce que ses parents n'ont pas voulu qu'elle reste en pays, en grande ville malheureuse. C'est elle qui m'a appris à coudre. Et à quel âge tu as commencé à travailler? J'ai commencé après mon certificat d'études et on avait droit d'aller à l'école jusqu'à 14 ans. Donc tu as commencé à 14 ans. Voilà. Et tu couds encore, tu es encore couturière. Ben voilà, je couds tu encore. fais encore tout ça. Disons que après, de créer quelque chose avec mes mains et j'ai eu assez vite de l'assurance, ça m'a plu. C'était la pleine guerre, alors on s'était intéressé, maman s'était intéressée pour que je vienne apprendre la coiffure. Mais il fallait venir... Oui, parce que tu voulais vraiment faire ça, la coiffure, ça a toujours été ton truc. Elle avait bien trouvé quelqu'un, un coiffeur, qui voulait bien prendre en apprentissage. Mais il fallait faire les 8 km en vélo. Et surtout, ce qui était très désagréable, c'est que les Allemands, ils avaient fait sauter le pont. Ah bon? Alors, il fallait prendre une barque, traverser la Loire. Oui. Ça posait de gros problèmes. D'inquiétude. Bah oui, je comprends. Et puis après, tu t'es passionnée par la couture. Oui. Tu as adoré ça. J'ai bien aimé. Je me rappelle, écoute, j'avais quoi,
15 ans, oh, à peu près. Je me vois. Elle m'a donné la responsabilité. On avait une robe de mariée à faire. Je me vois couper la robe de mariée, bâtir la robe de mariée. Elle était splendide. J'ai mis tout l'amour que j'avais, mais je te jure. C'était ton premier vrai projet. Oui, parce qu'on commence par faire des poignets, des manches, des trucs comme ça. Et après, mais la création une robe de mariée. Moi, et je revois la personne qui était belle dedans. Elle était ravie de ton travail. Oui. Alors justement, quand tu parles de mariage, on va parler un peu d'amour. J'aimerais que tu nous racontes ta rencontre avec l'amour de ta vie, Lucien. Alors, ma rencontre de ma vie s'est passée un 9 février 48, tu vois. Voilà. Un bal masqué. Tu l'as rencontré au bal masqué. Dans notre petit village, un bal masqué. Et moi, je n'étais pas déguisée du tout. Il est arrivé à minuit un groupe de jeunes en bal tout masqué, tout ça. Il est venu me chercher pour danser. Et il t'avait déjà repéré. Oui, mais moi, bon. Lui, il avait le masque encore. Lui, il avait le masque. Et je peux te dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et quand ils ont enlevé le masque, ils ont gagné le premier prix avec son camarade. Alors, un vrai coup de foudre. Ah oui. Et toujours, il m'a dit que ça a été réciproque. Voilà. Et voilà. Et vraiment, moi, je peux dire que le coup de foudre existe. C'est fou. Hein, voilà. Et après, bon, bah, tu sais... Vous êtes mariés au bout de combien de temps? On s'est mariés 2 ans après. Oui. Voilà, parce qu'entre-temps, il a fait son service militaire. Ah oui, c'est vrai, à l'époque. Et donc, tu avais quel âge lorsque tu t'es mariée? J'avais 20 ans. On s'était fiancés à Pâques et on s'est mariés en septembre. Et est-ce que c'est toi qui as cousu ta propre robe de mariée? Alors, ma robe de mariée, je ne l'ai pas cousue, mais je l'ai coupée. Ah bon, d'accord. Et elle était comment? C'était quoi le style? À l'époque, c'était la mode, la faille. C'est quoi? Le tissu, ça s'appelait de la faille moirée. Blanche, évidemment. Et la ligne de la robe, elle était comment? On ne faisait pas de traîne à l'époque, tu vois. D'accord. Toute boutonnée dans le dos, un petit col officier. Manche longue ou manche courte? Manche longue, toujours. Oui. Avec des manches bien serrées, avec plein de petits boutons sur le côté. Et un style sirène, un style princesse avec beaucoup... Très princesse, très large, mais qui ne traînait pas par terre. D'accord. Ras le sol. Ah oui, je comprends, je vois. Voilà. C'était une amie à maman qui était à Lyon, couturière à Lyon, qui est venue aussi pendant la guerre. Son mari était au front. Elle est venue avec ses 2 fils chez sa maman. Elle m'a fait ma robe de mariée parce que c'était une grande amie à maman. C'était un cadeau, ça. Et ça ne te disait pas de la faire toi? Bon, tu l'as coupée, mais tu sais l'émotion que tu as eue lorsque tu as fait la première robe de mariée, tu voulais pas faire la tienne. Mais c'est parce qu'on disait qu'on ne devait pas... C'était peut-être une légende. Ah, c'est par superstition. Voilà, qu'on ne faisait pas sa robe de mariée. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, c'est uniquement pour ça. Alors, t'es bien là? T'as l'air... Non, ça va? Non, ça va. J'aimerais maintenant que tu me parles d'une période, les 30 Glorieuses. On dit que c'est une période de prospérité comme on n'en a jamais connu, etc. Raconte-nous comment tu l'as vécu, donc de 45 à 73, 75. Écoute, glorieuse, c'était peut-être que, d'accord, il y avait plus de liberté. Il n'y avait pas à dire, tiens, il y a les Allemands. On allait se ravitailler dans une ferme, mais cette dame-là, elle avait le quota à donner par la commandanture qui venait de Bourges et elle nous donnait le reste de lait ou d'œufs. Donc c'était encore rationné. C'était rationné, n'importe comment. C'était pas à profusion comme ça. Ah non, ça n'a pas été une liberté de suite. Hein. Le vélo que j'ai eu, il fallait un bon, qu'on appelait ça. Alors, même que tu payais ton vélo, c'était pas un cadeau, hein, mais il fallait que tu procures ce fameux bon qui te donnait droit à avoir un vélo. Et comment tu faisais pour avoir le bon, pour avoir le vélo? C'est-à-dire que c'était la mairie qui les distribuait. Mais pas à n'importe qui. Voilà. Peut-être que j'ai eu une chance à ce moment-là, que papa connaissait bien le maire et puis que j'ai eu
peut-être. Ah, d'accord. Et même si tu avais l'argent, tu pouvais pas acheter tout ce que tu voulais. Je te parle du vélo, mais pour beaucoup de marchandises, c'était la même chose. Bon. Et alors pourquoi on parle des 30 glorieuses? Qu'est-ce qui est devenu super après? Certes, il n'y avait plus la guerre, donc on est détendu, mais qu'est-ce qui était plus prospère à part ça? C'est-à-dire que moi je pense que c'est une certaine catégorie qui a eu... voilà, c'est pas toutes les classes sociales. Nous en tant qu'ouvriers, papa ouvrier et tout, il n'y a pas eu cette euphorie que certains commerçants malheureusement ont profité de gagner de l'argent à ce moment-là. Hein. Donc là encore, il y avait une... Il y a eu encore une classe supérieure. Je pense que c'est ça, moi. Donc c'est les classes plus aisées qui, elles, ont vécu voilà, les mais la classe ouvrière, elle n'a pas vécu ça. Elle a vécu une liberté de dire, on va pas me prendre ça, on va pas me prendre ça, mais c'est tout. Hein. Bon alors mamie, on va passer à un autre thème. Cette fois le thème de la santé. Parce qu'on pourrait pas croire que t'as 92 ans le mois prochain. Je te dis, on dirait que t'as au moins 20 ans de moins. Quels sont tes secrets pour une telle vitalité à la fois physique, parce que tu galopes, tu gambades, et aussi mentale? Je me demande si d'avoir été élevée dans le travail, des mamans, sans arrière-pensée. C'était normal tout ça. Elle nous a appris à travailler de bonne heure. C'est le mouvement, le travail qui Je tient pense ton que corps le travail aide. On n'était pas super protégés de dire on va te chercher, on va te faire ça et tout ça. C'était à nous de l'accomplir nous-mêmes. Et encore aujourd'hui, tu marches énormément. Ben oui. En fait, tu t'es jamais arrêté d'être en mouvement. Pour moi, quelqu'un que tu vois qui attend tout ça, pour moi, je le prends paresseux. Voilà. Voilà. Et alors, au niveau alimentation, tu m'as toujours dit, mon secret, c'est une pomme par jour. Ma plus grande gourmandise, ce sont les fruits. Vas-y, raconte ça, ma comment gourmandise, c'est vrai que c'est les fruits. Bon, à côté de ça, j'ai jamais bu une goutte d'alcool, j'ai jamais fumé une cigarette. Voilà. Je vois ma dernière sœur qui est fatiguée, là. Elle a fumé comme un pompier, on peut dire, mais je pense que ça nuit à sa santé. Bien sûr. Je crois. Et puis à côté de ça, il faut se faire à manger soi-même quand même. Voilà, des aliments bruts, tu achètes très peu de choses transformées. Moi, je ne vais pas aller au plat préparé, hein. Je pense. Tu manges du sucre? Je mets un sucre dans mon café le matin, c'est tout. Voilà, mais tu manges pas des petits biscuits, très sucreux. Ah non, des crèmes. Je suis pas gourmande de gâteaux, de trucs. Voilà. Mais ceci dit, j'adore recevoir avec un thé, avec la tisane et tout. J'offre les petits gâteaux et tout. Si je suis seule, je vais pas y penser. Voilà. Mais alors ça, justement, c'est important aussi. Tu reçois beaucoup et tu es rarement toute seule. Et je pense que ça contribue à une bonne santé mentale d'être entourée. J'aime être j'aime avoir de la compagnie, mais c'est vrai que j'aime aussi rendre une visite aux gens qui sont tout seuls, que ça, et puis qu'on a une petite conversation. Les relations, c'est important. Oui, c'est important, très, très, très important quand même. J'ai eu beaucoup de personnes qui étaient plus âgées que moi, que je leur rendais visite. Malheureusement, elles sont parties. Mais c'était... Arrivé le soir, elle m'attendait en visite, c'était une heure pour moi très importante et j'apprenais autre chose avec elle. Tout, c'était merveilleux, c'était un bonheur. Tu continues les relations sociales dans le sens où, par exemple, tu vas aux cartes. Je vais aux cartes tous les mardis, c'est un grand plaisir de se trouver. Et là, je suis avec des personnes plus jeunes que moi, évidemment, mais il n'y a pas de différence. Hein, mamie, en même temps, je te dis, on dirait pas que t'attends. Voilà, et puis c'est un plaisir de dire tiens, tel jour, non. Par exemple, si une dame me demande de venir pour un ourlet, tout ça, non, pas mardi, je suis pas là. En même temps, tu travailles encore, mamie, à 92 ans. Mais ça, c'est un plaisir, oui, un plaisir. Ça. Et je sais que je rends service à ces personnes parce que c'est pas l'argent que je vais leur demander qui va me faire un bénéfice. C'est vrai que toi, tu as aussi énormément cette notion d'aider les autres. Voilà. J'aime. Je sais que si je lui ai fait cette retouche-là, ses manches trop longues et tout, qui n'étaient pas belles, qu'elle est belle maintenant, je sais que je lui ai fait plaisir. Bien sûr. Voilà.
Ça, c'est un grand bonheur pour moi. Autre thème que je voudrais aborder, mamie, avec toi, c'est la société avant versus maintenant. Un jour, tu m'as dit que ce qui avait le plus changé ta vie et celle de ta maman, c'était d'avoir l'eau courante à la maison. Oui. La machine à laver le linge, est-ce que tu as d'autres inventions comme ça ou améliorations, progrès qui te viennent à l'esprit et qui peuvent montrer justement à quel point on a de la chance de vivre aujourd'hui Le chauffage central aussi, oui. tu sais, parce que on y revient à ce travail du bois pour alimenter les poêles et tout, mais ça c'est avec l'énergie nouvelle, avec la planète, avec tout ça actuellement. Mais autrefois, moi, c'était pénible ça. Tu me disais que tu pouvais pas prendre ta douche, que il y avait une bassine. Évidemment, parce qu'on avait déjà l'eau, fallait la puiser au puits, qui était à une profondeur de 21 mètres, donc c'était lourd. Ensuite, il fallait faire chauffer l'eau. Hein? Alors, tu me parles, c'était sur un poêle, justement, à hauteur et tout. Il faut descendre la bassine, mais sans se brûler. En faisant très attention. C'était des corvées, ça, de ne pas avoir un robinet qui te goûte là tout de suite. C'est vrai que nous, on prend ça pour acquis. Voilà, mais nous, c'était la corvée. Voilà, Et raconte comment tu allais laver le linge, quand il n'y avait pas encore de lavage. Ben là, laver le linge, c'était la corvée, elle n'était pas à moi, parce que moi, c'était la garderie des enfants à la maison, mais elle était pour maman. Et donc, comment elle faisait? C'était quoi la maman, routine? on n'avait pas de rivière autour de nous, pas de lac, pas de mare, tu vois. Et puis au puits, ça demandait trop de travail. Alors elle allait, ce qu'on appelle au lavoir au canal. Elle avait 2 km, 2 km 500 à faire, à peu près. Très pénible, parce qu'il y avait une belle côte avec tout le linge, que papa lui avait confectionné une charrette, de façon qu'elle ait moins de peine qu'avec une brouette. Et c'était vraiment un vrai sport, tu sais. Parce qu'elle part avec le linge de ses 7 enfants, plus le sien, plus celui de son mari. Ouais. Elle revient avec le linge mouillé. Oui, avec le linge mouillé dans... Elle part avec le linge mouillé aussi, parce qu'elle l'a fait bouillir et tout à la maison. Ah, d'accord. Elle l'a savonné à la maison. C'est qu'elle va le rincer au canal. Ah, elle va le rincer là-bas, donc elle se fait 2 fois le linge mouillé. Et l'hiver, c'est à la fontaine, parce que le canal est gelé. À l'époque, il y avait beaucoup d'hivers froids. C'était gelé. Et alors, on allait à la fontaine. Mais c'était pas plus près, c'était le même chemin. Mon Dieu. Et elle y allait combien de fois? Une fois par mois? Alors, non, elle y allait toutes les semaines. Toutes les semaines. Tous les lundis et parfois le jeudi. Quand il y avait des draps supplémentaires et tout, c'était le jeudi. Oh, mais Dieu. Tous les lundis que le bon Dieu a fait, maman est allée au canal. Et moi, enfant, qui était écolière, eh bien ce jour-là, j'avais souvent un petit mot à remettre à mon maître pour qu'il donne la permission que je parte avant la fin des classes, pour que maman puisse aller au canal et moi garder les enfants. Donc tu devais rater l'école. Et là, j'avais le mal au ventre rien que de présenter ce mot de demande au maître. Elle ne pouvait pas laisser les enfants seuls. Oui, bien sûr. Pendant qu'elle allait Mais toi, laver. tu n'étais pas contente de rater l'école? C'est surtout que je ne me sentais pas comme les autres aussi, de dire faut que je demande pour garder mes frères et sœurs pendant que maman va là. Je crois que c'était, tu vois, plus mon orgueil à moi de dire, je sais, c'est ça qui t'est blessé, dans ma tête. Hein. Quand tu le fais parce que maman m'a dit tu dois donner ça dans l'air. Il n'y avait pas le choix. Mais, T'avais honte de devoir quitter l'école pour aller garder tes frères et sœurs. Voilà. Maintenant, je voudrais te demander ce que tu trouvais mieux à ton époque et ce que tu trouves mieux maintenant, ce qui t'attriste aujourd'hui, etc. Tu vois vraiment une petite comparaison entre avant et aujourd'hui? Je trouve que actuellement, tu peux avoir 10 voisins qui ne te connaissent pas,
tu les ignores, et tout. Alors que c'était pas ça notre vie avant. Il y avait une solidarité. Avant, on avait quand même quelque chose familial qui était pas main tendue, mais presque, tu sais, qui était très ouvert et tout. Que là, plus individuel. Les gens arrivent, ils repartent, ils déménagent, ils emménagent, tu les connais pas. On te dit pas bonjour, voilà. C'est l'indifférence totale, je trouve, maintenant. Complètement. Alors que nous, c'était pas ça. C'était le partage. Maman, elle faisait des beignets au carnaval, on allait porter avec le panier, on distribuait dans les maisons aux personnes. Voilà. Alors que là, maintenant, tu sais, tu peux bien rencontrer quelqu'un le jour de l'an et tout, va pas te dire meilleur vœu, madame. Voilà. C'est un peu chacun pour soi. Voilà. Oui, je comprends. Voilà. Et qu'est-ce que tu trouves peut-être mieux aujourd'hui, parce que je vois que tu as par exemple vous savez que mamie elle a un iPhone, mamie elle a un téléphone, 92 ans, elle a un iPhone, tu réponds aux SMS. Donc oui, peut-être, je sais pas, des avancées technologiques Déjà, oui, moi j'aime bien par exemple la télévision parce que je me sens pas seule. Oui. Même que je suis en train de faire quelque chose ou de bouquiner j'ai ma télé qui est là, c'est une présence. Voilà, surtout quand on est à deux. Si j'avais mon époux, bon, on peut parler et tout ça. Mais quand on est seul, on est seul. Hein. Bien sûr. Voilà. Je parle seul des fois. Bah, moi aussi. Voilà. Mais c'est vrai que la télé me distrait bien. Puis je voyage avec la télé quand même. Oui, tu regardes on a quoi des comme beaux émission? Documentaires et tout. Sur Arte. À la Arte, sensationnel. Avec les documentaires et tout, j'aime bien la page de santé. On s'éduque. Il y a des choses très intéressantes. Faut pas dire que la télé, il n'y a rien à la télé, c'est pas vrai. Oui, tu décides de choisir la bonne chaîne. On trouve. Bien sûr. Puis en supplément, bon j'ai mes livres, je lis beaucoup. Oui, c'est vrai. Bien. Et tout à l'heure, tu m'as dit que tu trouvais ça dommage que les gens sont un petit peu moins courageux, c'est ça? Oui, ils attendent trop d'être assistés et tout ça. C'est dommage quand même parce que c'est de tout petit qu'on doit leur apprendre à faire quelque chose et tout, de leur donner une responsabilité de faire quelque chose, qu'ils aident, qu'ils soient contents d'eux, qu'ils ont pu faire ça. C'est ça. C'est vrai que ça apporte une fierté personnelle de faire par exactement. Si tu lui donnes à faire quelque chose et qu'il l'a fait, il est si heureux, un enfant, de dire j'ai réussi, j'ai fait. Voilà. Mais je trouve que même des jeunes là. Trop assistés. Ah, ouais, trop. Et j'aimerais terminer par des petits conseils de vie. Je voudrais te poser une question. Déjà, quel a été ton plus grand bonheur dans la vie? Qu'est-ce qui t'a rendue le plus heureuse? J'ai été déjà très heureuse quand j'ai connu mon futur mari. Hein, le sien, le coup de foudre. Ah oui, ça a été mon amour. J'ai eu qu'un amour, un grand amour. Et c'est pareil qu'on s'entendait très très bien. Il était très respectueux. Alors là, ça c'est très important. Très important quand j'entends ces harcèlements maintenant. Et alors, dernière question, mamie. Si tu pouvais donner un ou plusieurs conseils aux jeunes aujourd'hui, quels seraient tes conseils pour une vie heureuse et épanouie? Déjà, le respect envers l'autre. Alors là, primordial pour moi. Essayer de faire plaisir à ta personne. Si tu tends la main, tu dois deviner de quoi il peut avoir besoin. D'accord, être attentif aux autres. Ah oui, très attentif. Hein. Et puis même, si on ne te demande pas, tu le ressens. Tu ressens que tu peux aider. Là. Tu as fait du mal à personne, tu n'as pas... Je pense que tu te sens bien, tu vois, si tu n'as rien à te reprocher de toi-même, de dire, j'aurais pas dû agir comme ça et comme ça. Je suis pas parfaite, loin de là, hein. C'est pas ça la question. Mais... Et pour les gens qui se sentent seuls, parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment, tu sais, qui sont isolés. Déjà, c'est vrai que si tu n'as aucune occupation,
ton cerveau, il a vite fait d'être... que ce soit dans un livre, que ce soit une revue, Oui. même, que tu attends, que ce soit une petite visite que tu vas aller faire à l'hôpital. Je sais qu'en ce moment, c'est difficile. On ne peut guère aller dans les hôpitaux avec ce Covid et tout ça. Mais il y a tant de gens qui n'ont pas de visite. Alors, quand on me dit des fois, ah ben on peut dire que la journée a été longue, tout ça. Mais essayez d'aller, vous prenez votre téléphone, un petit coup de fil. Moi, j'ai téléphoné avant de venir, tu sais, à une dame, elle m'a dit, si vous saviez le plaisir que vous m'avez fait, j'ai eu une visite. Oui. Ça m'a fait une visite. Bah oui. Ben, j'étais contente de lui avoir fait plaisir. Si tu ne peux pas aller voir, prenez le téléphone, puis téléphonez à cette personne. C'est un très beau mot de la fin, mamie. Ah ben écoute, ma chérie, j'espère plein de bonnes choses pour toi, ton grand cœur et tout ça également. Voilà. Bah, merci beaucoup, ma petite mamie, d'avoir fait cette vidéo avec moi. Bah, écoute, je te lirai les commentaires de l'émission. Ouais. Si ça peut apporter quelque chose. Ça apportera beaucoup.